Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le 12 du 12. Voici à la une. Bonjour, ici Claude-Sophie Hannekens en remplacement de Mathieu Bellumeur qui vous reviendra en pleine forme lundi. C'est un bon vendredi en matière d'actualité. Ça bouge beaucoup, comme si beaucoup de choses devaient être faites avant le congé des fêtes. On apprenait par exemple en fin de journée hier qu'un autre député conservateur traversait la Chambre pour se joindre aux libéraux juste avant la pause hivernale à la Chambre des communes. Il y a eu aussi un petit coup de tonnerre à Longueuil où la mairesse Catherine Fournier a demandé, dans un geste plutôt rare, il me semble, au ministre de la Sécurité publique de déclencher une enquête sur le service de police de sa ville. Elle évoque des manquements présumés du SPAL à la suite de la mort du jeune Nouran Rezaï, tué lors d'une intervention policière en septembre dernier. C'est Jean-Philippe Robillard qui va nous donner tous les détails là-dessus un peu plus tard. Et Alexandra Chatzka, elle, dans sa chronique internationale, va aborder la situation politique en Bulgarie où le gouvernement vient de tomber après des manifestations de masse contre le régime. Bonjour Véronique. Bonjour Claude-Sophie. J'ai l'impression que c'est une journée comme ça. La neige va venir peut-être un peu moins d'en haut, mais plus d'en bas. Effectivement, comme on l'a vu hier après-midi, au sol, on a reçu 15 à 20 cm dans l'ensemble. Je regarde, ce sont les gens de la Mauricie là, qui en ont reçu davantage. 34 cm du côté de Trois-Rivières. Secteur de Drummondville, c'est du 15 à 20. La vingtaine à Québec également. Les Laurentides de la Naudière, on est entre 15 et 20 aussi. Un petit peu moins dans le secteur de l'Estrie. On parle d'une dizaine de centimètres. Donc, dans l'ensemble, on a eu une bonne bordée. Ça s'est échelonné sur une longue période. Et là, derrière ça, les vents ont pris le relais hier et sont encore très vifs ce matin. Donc, oui, des conditions de poudrerie encore aujourd'hui, des chutes de neige qui se poursuivent vers Québec. Cependant, on ira chercher peut-être 1 centimètre ou 2 supplémentaires. Ciel, dans l'ensemble, qui sera assez nuageux. Donc, généralement nuageux, venteux, avec des températures de l'ordre de moins 5 à moins 7. Mais avec le vent ce matin, moins 10, Montréal, refroidissement éolien, moins 20. Et c'est comme ça un peu partout. L'Estrie, les Laurentides, Québec et l'Outaouais. Au Mercure, c'est du moins 11, moins 12. Sur le bout du nez, un ressenti moins 20. Je pense pas que ce soit nécessairement un record, mais j'ai quand même l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas sorti la grosse écharpe, la grosse aussitôt dans la saison. Oui, vous avez raison, parce que c'est le début d'hiver, même si on n'y est pas réellement, là, astronomiquement, le plus froid depuis 10 ans. On a eu notre premier moins 20 à Montréal cette semaine. Normalement, on n'a pas ça avant le congé des fêtes. C'est ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, l'hiver dernier, on n'avait pas eu un seul moins 20 de l'hiver. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est si difficile, là. Je l'ai bien imprégné, moi, cet hiver-là. Vous l'avez bien imprégné. Mais on peut se consoler. On a eu un premier moins 50 au Yukon cette semaine. Le Yukon! Le Yukon, du côté de Brisbane au Yukon, moins 53 mercredi dernier. C'est la température la plus basse enregistrée aussitôt dans la saison depuis les 30 dernières années. Mais c'est complètement inhumain. Alors, oui, je suis un peu d'accord avec vous. Et ce froid-là s'est engouffré dans les prairies et reviendra vers chez nous en début de semaine prochaine. Bien, pas moins 50, mais disons du moins 10 quand même pour commencer la semaine. D'ici là, on a dit moins 5, moins 7 aujourd'hui. Un petit assouplissement demain, moins 2, moins 4 degrés. Il y aura des flocons samedi, 1 centimètre ou 2, un 2 à 4 centimètres pour les Laurentides, secteur de l'Outaouais. Un peu de soleil dimanche, moins 5, moins 8 degrés au thermomètre. Et là, dans la nuit de dimanche à lundi, on sera autour de moins 12, moins 15. Et lundi sera la journée la plus froide de la semaine. Mais qu'est-ce qui se pointe au bout de la semaine prochaine? Ça se réchauffe, hein? Oui, il y a un redout à venir. Alors ça, on êtes-vous en train de nous dire que toute cette neige va fondre? Probablement pas toute. Mais est-ce qu'on va amocher un peu le couvert neigeux qui est au-dessus de la moyenne partout au Québec? Hein? Cette île, il y a 40 cm de neige au sol. Déjà? On est bien au-dessus de la moyenne. Montréal, l'Estrie, 18-21 cm. La normale, ça devrait être 6 à cette période-ci de l'année. Donc, partout au Québec, on est au-dessus des normales en neige. Mais là, on surveillera ce petit redout-là qui peut venir un peu déranger à la fin de la semaine prochaine. Monsieur Loin, hein?
comme on dirait. On a le temps de voir Alors, venir. concentrons-nous sur le week-end. D'ici là, du côté de l'Abitibi, la neige cesse aussi. Le maximum, c'est -7 aujourd'hui. On a maintenu des avis vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent parce qu'il neige et il vente très fort. Donc, poudrerie de ce côté. Température de -5 à -6, un 5 à 10 cm aujourd'hui. Les vents vont diminuer ce soir. La Gaspésie, la Côte-Nord, surtout nuageux, venteux, quelques flocons autour de -2. Sur le nord de l'Ontario, un peu de neige, un 2 à 5 cm vers Thunder Bay aujourd'hui. Sudbury, ça se passera ce soir avec une possibilité de bourrasque. Et du côté de Toronto-Windsor, c'est plus calme, assez nuageux, température légèrement sous zéro. On aura surtout des nuages et du vent à Ottawa aujourd'hui. La pluie se poursuit du côté de Vancouver. Ce sera le cas pour tout le week-end, autour de 9 degrés. Et très froid dans les prairies. Les températures maximales là, s'iront entre -18 et -24 aujourd'hui. Faible neige, flocons par endroits, quelques éclaircies et venteux. Alors, refroidissement éolien important. On a un avertissement sur le sud de la Saskatchewan. Bon, donc je retiens qu'on a encore quelques jours de froid, quelques précipitations. Oui. Quelques jours de belles conditions hivernales et on verra ce que le redout de la fin de la semaine prochaine nous réserve. Une chose à la fois. Comme je dis aux enfants. Une affaire à la fois. Dites ça aux adultes aussi. Des fois, les adultes aussi doivent se le faire rappeler. Se le rappeler. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bon week-end. Au sport, Olivier, c'est sur toutes les pages frontispice des journaux. C'est vraiment ça. C'est un bon départ pour Jacob Fournier, mais on écoute d'abord ceci. Derrière à Suzuki, à Hudson, à Suzuki. Suzuki revient près de la ligne bleue, retourne la rondelle à Hudson. À nouveau à Suzuki, à Caulfield. Le tir est là! Cole Caulfield! Un jeu assez inusité. Alors, Jacob Fowler a remporté son premier départ dans la Ligue nationale face aux Penguins de Pittsburgh. Oui, parce qu'il a été aidé par ses coéquipiers qui ont marqué quelques buts hier dans cette victoire de 4-2, qui se sont ressaisis défensivement, mais Jacob Fowler a connu une belle rentrée, il faut le dire, hier. Ça a été une soirée occupée pour lui. 36 arrêts dans le match et il a vu 38 tirs face aux Penguins de Pittsburgh. Ça a été un match occupé et je retiendrai un commentaire de Brendan Gallagher qui a marqué d'ailleurs dans le match d'hier, commentaire qu'il a livré dans le vestiaire après la rencontre. Il a dit il a fait les arrêts qu'il devait faire. C'est ce qui a peut-être manqué aux Canadiens de Montréal depuis le début de la saison avec les gardiens qui ont défilé devant les filets au cours de ce début de saison. Jacob Fowler est arrivé très calme à 21 ans seulement. Premier match dans la Ligue nationale de hockey. On a vu ses parents, sa mère qui était dans les gradins. Elle n'était pas calme. Elle n'était pas calme du tout, très on nerveuse. La comprend. Oui, exactement, comme toute la famille d'ailleurs. Et ça a été, on lui a d'ailleurs lancé une petite balle courbe d'ailleurs pour son premier départ parce qu'il y a eu un accident sur un des autoroutes qui mène à l'amphithéâtre des Penguins de Pittsburgh et on a donc dû reporter de 30 minutes le match d'hier. Donc, imaginez, vous vous préparez dans votre tête pour un match à 19h et finalement, ça a débuté un peu passé 19h30. Donc, déjà, premier défi relevé. Et puis, ce match, dans l'ensemble, a été bien mené par Jacob Fowler. On peut d'ailleurs l'écouter parce que hier, il a arrêté 7 tirs de Sidney Crosby, qui est un idole d'enfance. On écoute Jacob Fowler. I mean, I could have played anywhere tonight, and to get your first win is going to be special. But been into a lot of games here. Grew up a Pittsburgh fan. You know, Crosby and Fleury are my favorite players growing up. So it's hard not to notice when he's on the ice, and you want to stop him every time he shoots. Donc, difficile de ne pas regarder les numéros et de ne pas surveiller Sidney Crosby lorsqu'il est sur la patinoire. J'aurais pu jouer un peu partout dans n'importe quel amphithéâtre de la Ligue nationale de hockey, mais celui-là était quand même spécial. Il a tenté de faire de son mieux dans le match d'hier, et puis son mieux a été très bon. Pas pire. Oui, exactement. C'était très bon pour le Canadien de Montréal. Et Martin Saint-Louis, lui, a parlé du travail de ses joueurs. On lui a demandé, est-ce qu'ils avaient peut-être une sensibilité un peu plus grande hier, sachant que Fowler avait son premier départ avec l'équipe? On l'écoute. Je pense qu'ils savaient... C'est un jeune gardien qui rentre. Je pense que ça a monté l'urgence un peu, juste ça. Là, puis, mais on était calculés en première, puis on était sur la POC. On était fatiguant. Fait que ça l'a aidé à rentrer dans le match sans se faire bourdonner. Là. Ça a pris un peu plus de 10 minutes environ avant qu'il reçoive son premier tir. Il a dû patienter. Mais donc voilà, première victoire pour Jacob Fowler qui rejoint Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price qui ont tous remporté leur premier match dans la Ligue nationale à Pittsburgh contre les Pingouins. Donc une longue lignée de très bons gardiens. Est-ce que Jacob Fowler sera un des leurs? Ce sera à surveiller au cours des prochaines années. Prochain match du Canadien, c'est demain à 19h à New York contre les Rangers. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Bye bye.
Je regarde maintenant avec vous qu'est-ce qui fait la une de quelques journaux au pays aujourd'hui. On va commencer par le Globe and Mail. Il y a des centaines, c'est vraiment les inondations là, dans l'Ouest qui retiennent l'attention dans le Globe and Mail. Il y a des centaines de personnes qui sont forcées de fuir les inondations dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, mais aussi dans l'État de Washington. Ce sont des zones agricoles. Il y a beaucoup de fermes qui sont touchées avec les risques que ça entraîne, bien sûr, pour le précieux bétail. Et cette catastrophe-là réveille de très, très mauvais souvenirs dans cette région-là parce qu'il y a d'autres inondations qui avaient fait pour des milliards de dollars de dommages en 2021. On s'en va dans le Devoir maintenant où nous explique que malgré les modifications qui ont été apportées à la loi sur la protection de la jeunesse, les jeunes qui sortent du réseau sont encore très, très souvent démunis pour faire face à la vraie vie, à la vie adulte. C'est ce que constatent plusieurs organismes qui travaillent avec eux. On a le témoignage de Nancy Odette, qui est très investie auprès des jeunes de la DPJ, de ceux qui en sortent. Elle dit des jeunes qui quittent les centres de jeunesse avec leur sac poubelle le jour de leurs 18 ans. Elle en voit encore. Elle dit, les gens pensent que c'est réglé, mais non. Les gens sont plus conscientisés, bien sûr. On en a parlé beaucoup. Les responsables doivent fournir un plan de transition à tous les jeunes. Malheureusement, dans la pratique, ça ne semble pas suffisant ou adéquat pour les jeunes. Dans le journal de Montréal, c'est Jacob Fowler qui prend presque toute la place de la première page, mais on a un petit article sur le côté où on parle d'un inspecteur retraité qui se vide le cœur au sujet des camionneurs, un ex-enquêteur de Contrôle routier Québec qui dénonce la facilité avec laquelle des camionneurs dangereux peuvent continuer à rouler sur nos routes. Jean-Denis Bédard, il dit il y a seulement 8 enquêteurs, inspecteurs en entreprise aussi, pour l'ensemble du Québec. On n'a pas besoin de faire de grandes études, dit-il, pour comprendre que ça n'a aucune efficacité. Ces inspecteurs en entreprise ou enquêteurs sont cruciaux. Ils peuvent exécuter un mandat de perquisition directement dans la compagnie afin de saisir des éléments de preuve. À la mi-octobre, rappelez-vous, Québec a ordonné une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds dont le nombre a explosé de 35 % entre 2023 et 2024. Jean-Denis Bédard montre du doigt des inspections mécaniques insuffisantes, des entretiens préventifs négligés. Il dit, j'ai vu des camionneurs faire leur ronde de sécurité assis derrière le volant sans même sortir de leur véhicule. Il dit que les heures de conduite peuvent être aisément trafiquées. À première vue, les registres des heures ont l'air conformes, mais quand on se penche sur les reçus de carburant, apparemment, ça cloche. On peut aller voir aussi le site de Radio-Canada. Il y a 3 sujets qui nous sautent aux yeux. Un sujet un peu champ gauche, très original. Des féministes chinoises qui réinventent la langue pour s'attaquer au patriarcat. Des féministes remodèlent le mandarin écrit en modifiant d'anciens caractères et en inventant de nouveaux termes afin de contester le système patriarcal qui a longtemps dévalorisé les femmes. On nous parle aussi d'un divorce Europe-États-Unis qui semble se pointer à l'horizon dans ce redessin de l'ordre mondial. Et puis dans la presse, l'effet Fowler, dont vient de nous parler Olivier, vous trouverez aussi tous les détails du match d'hier. Voilà en gros pour la revue de presse ce matin. Alors, c'est un développement majeur dans l'affaire de la mort de Nourhan Rezaï, cet adolescent de 15 ans battu par la police de Longueuil en septembre dernier. La mairesse Catherine Fournier demande au gouvernement du Québec d'enquêter sur le service de police de sa propre ville. Jean-Philippe Robillard, alors pourquoi la mairesse Fournier veut-elle cette enquête? Oui, c'est parce qu'elle s'interroge, Claude Surfi, sur le travail des policiers après les coups de feu qui ont été tirés, parce que son service de police a tardé à avertir le bureau des enquêtes indépendantes qu'un adolescent avait été tué par ces policiers. C'est qu'après 2 mois d'enquête, la directrice du BEI, Brigitte Bishop, a constaté plusieurs manquements. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi, justement, ça a pris plus d'1 heure et demie avant que la police de Longueuil
avise les enquêteurs du BEI de ce qui était arrivé, alors que selon elle, tous les critères pour déclencher une enquête indépendante étaient réunis dès le transport de l'adolescent à l'hôpital. Alors, mais ce qu'elle a découvert, Mme Bishop, c'est que les policiers de la ville de Longueuil ont mené leur propre enquête avant l'arrivée des enquêteurs du BEI sur les lieux. Ils ont notamment rencontré des témoins, donc ils sont allés chercher des témoignages, alors que selon la grande patronne du BEI, c'était pas du tout de leur ressort. Et ça, ce sont des informations qui ont troublé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et qui l'a amené justement à demander au gouvernement du Québec d'enquêter sur son propre service de police et sur le directeur Patrick Bélanger. La Ville ne peut pas s'immiscer dans les procédures policières, donc ne peut pas enquêter elle-même sur son propre corps de police. Donc, c'est pourquoi on a trouvé une voie alternative qui était de le demander au ministre de la Sécurité publique afin qu'il y ait un enquêteur, même indépendant, qui soit désigné par le ministre pour faire la lumière sur tout ce qui est chaîne de commandement, tout ce qui a suivi, en fait, les événements là, qui sont déjà sous enquête. Le ministre de la Sécurité publique au Québec, Yann Lafrenière, a indiqué qu'il allait analyser la demande de la mairesse Fournier et qu'il y répondra après avoir consulté le BEI et le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est le service de police de Longueuil qui est visé par l'enquête, oui. Jean-Philippe, mais le directeur est imputable. C'est lui qui pourrait payer le prix de tout ça. Oui, parce qu'il pourrait être destitué si les informations du BEI sont corroborées par le ministère de la Sécurité publique. Cela dit, les avocats de la famille Rézeilly, on peut comprendre, sont en colère pour eux, par la façon de faire des policiers de Longueuil. Pour eux, là, c'est carrément de l'ingérence qu'ont fait les policiers de Longueuil dans l'enquête du BEI. On écoute leur avocate Virginie Dufresne-Lemire. Des contradictions peuvent avoir une importance gigantesque dans un dossier comme ça. C'est pas de simple erreur, là. Et ce qu'on constate quand on lit la lettre, c'est qu'on a même donné un faux prétexte, celui de l'enquête parallèle, alors que celle-ci n'avait pas encore été lancée, ce qui est encore plus grave. Donc, c'est utiliser une espèce de mensonge pour justifier des comportements qui ne sont pas justifiables. Alors, Jean-Philippe, un dossier qu'on va continuer à suivre, c'est certain. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La génération Z frappe encore cette fois-ci au cœur de l'Europe, en Bulgarie, où le gouvernement vient de tomber hier à la suite de manifestations de masse les plus importantes que ce pays ait connues depuis plus de 30 ans. On en parle avec notre collaboratrice Alexandra Chatzka. Bonjour Alexandra. Bonjour Claude-Sophie. Après le Népal, Madagascar, le Pérou, le Kenya et quelques autres pays, c'est donc au cœur de l'Europe, un pays membre de l'Union européenne, que la fameuse génération Z a eu raison du gouvernement en place. Oui, tout à fait, Claude-Sophie. Donc, depuis la fin novembre, cette année, on le voyait venir un peu. Et il y a des manifestations monstres qui avaient lieu, surtout à Sofia, la capitale, mais aussi dans d'autres villes du pays. Et des jeunes, surtout des jeunes, se sont mobilisés contre le gouvernement et sont sortis massivement dans les rues. L'étincelle a été donnée est venue, si vous voulez, du nouveau budget qui devait être voté par le Parlement, qui prévoyait des augmentations des impôts pour les sociétés privées et des augmentations de cotisations sociales. Mais dans les faits, ces manifestations étaient surtout contre la corruption généralisée qui sévit dans le pays, contre la mainmise des autorités sur le système judiciaire et sur les médias, et contre les oligarques qui dominent la vie politique de la Bulgarie. Alors, selon des sondages récents, les manifestants avaient l'appui et le soutien de 71% de la population, donc c'est vraiment massif. Un pays de 6,7 millions d'habitants, donc moins de 7 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2007 et qui doit adopter l'euro comme monnaie le 1er janvier 2026. Et la jeunesse s'est donc révoltée. Et le 10 décembre, c'est autour de 150 000 personnes qui sont sorties dans les rues. Et le premier ministre, Rosen Jeliaskov, a fini par remettre sa démission. D'accord, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant?
Ben, c'est la grande question. Alors, à court terme, le président du pays, Rumen Radev, va demander probablement aux partis représentés au Parlement de former un nouveau gouvernement, une nouvelle coalition. Ça va être probablement très difficile parce que les partis ont des objectifs vraiment pas mal contradictoires et différents. Donc, il va probablement nommer un gouvernement intérimaire à moyen terme. Il devra appeler des nouvelles élections. 8e élection en 5 ans, donc il y a vraiment beaucoup d'instabilité dans ce pays. Mais on dit que le président lui-même, un ancien commandant de l'armée de l'air, a l'intention lui-même de créer son propre parti. Le problème, c'est qu'il est pro-russe. Alors, le danger, c'est que la Bulgarie pourrait aller rejoindre des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie qui sont, si vous voulez, des soutiens de la Russie au sein de l'Union européenne au moment où l'Europe fait face à la menace russe et au moment où elle est lâchée par Washington, comme on sait. Alors, un moment vraiment très délicat de négociation, entre autres de négociations de paix en Ukraine. L'Union européenne a besoin d'unité à tout prix. Et donc, c'est très, très délicat ce qui va se passer maintenant. Et ça ne concerne donc pas seulement la Bulgarie, mais toute la stratégie européenne. Je rappelle que la Bulgarie a une position aussi stratégique, géographique. Elle a 400 kilomètres de côte sur la mer Noire, qui est ici un point stratégique. Mais est-ce que Bruxelles peut faire quelque chose? Ben, c'est intéressant parce que selon plusieurs observateurs, malgré les rapports négatifs sur la corruption et l'état de droit qui étaient connus par Bruxelles, l'Union européenne a pris l'habitude de fermer les yeux sur la corruption généralisée en Bulgarie parce que la Bulgarie se rangeait derrière l'Ukraine contre Moscou, jusqu'à là en tout cas. Alors pour les manifestants, des manifestants disent qu'ils en ont marre de cette façade démocratique derrière laquelle il y a un système semi-féodal. Donc, la première manche a été remportée par les manifestants, mais maintenant, c'est un test des urnes, auquel fera face la Bulgarie. Or, le taux de participation aux dernières élections était seulement de 39%. Donc, maintenant, il ne suffit pas de sortir dans les rues, il faut aller aux urnes et il faut des réformes en profondeur. Et en attendant, Moscou compte évidemment sur une victoire de ses sympathisants dans les prochaines élections. Alors, l'Union européenne a besoin de l'unité en ce moment plus que jamais. Et cette victoire de la génération Z ne va pas sans danger. Et l'ordre mondial continue de bouger. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est tout pour cette édition de À la Une. Au microphone, Claude-Sophie Hannekens. Je vous rappelle que Mathieu Bellumeur sera de retour lundi. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.